Bonjour à tous et merci à vous si vous nous rejoignez en direct sur Public Sénat pour cette édition spéciale à l'occasion des vœux de Gérard Larcher. Le président du Sénat va s'adresser aux parlementaires en présence du Premier ministre Bernard Cazeneuve. Un discours que vous allez pouvoir suivre sur notre antenne d'ici une demi-heure. Alors pour nous faire vivre cet événement, Mickaël Zamès est déjà Salon Beaufranc en direct de la présidence pour les réactions des nombreuses personnalités politiques qui sont attendues ce soir sur place. Mickaël, je le disais, ce sont des vœux traditionnels mais qui prennent une couleur politique particulière cette année. C'est vrai qu'il va certainement s'attendre un petit peu à un message politique de la part de Gérard Larcher, surtout en présence du Premier ministre et des nombreux parlementaires de son camp, mais aussi venus de tous les horizons politiques du Sénat. Alors, le message que va adresser aujourd'hui Gérard Larcher, ce sera un message d'espoir, d'une France volontaire regroupée derrière ces institutions. Il y aura un espoir également pour 2017, année électorale, si elle en est évidemment, une forme des vœux sur l'économie, sur la croissance, sur les territoires, sur la sécurité également, thème extrêmement important et qui a marqué cette année 2016 et qui marquera certainement l'année 2017. Année électorale, je le disais, au niveau national, mais aussi sur le plan du Sénat, car cette année, le Sénat sera renouvelé. C'est un Sénat au travail que va demander Gérard Larcher, un Sénat au travail avec des textes qui ont été votés très importants sur le terrorisme, sur la justice, sur les flux migratoires, mais aussi également sur le territoire. Il appellera également à consolider les réformes qui ont été menées ici au Sénat, et on sait notamment sur le taux de présence des parlementaires. Voilà pour le message qui sera souligné par le président du Sénat vis-à-vis des parlementaires présents. Et puis il terminera par un message certainement très politique, avec une petite phrase, nous dit-on, signée du général de Gaulle, autour d'un message de l'unité du peuple et d'un État fort. Merci beaucoup, Mickaël. On vous retrouve tout au long de cette édition spéciale. Alors, pour continuer l'analyse et le décryptage en plateau, Oriane Mancini, journaliste à Public Sénat, est à mes côtés. Et j'accueille également Pascal Perrineau. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Politologue, professeur à Sciences Po. Oriane, première question pour vous. On voyait ce contexte électoral très riche en cette année 2017, mais un contexte politique favorable pour le Sénat, mais aussi les sénateurs de droite. Depuis la victoire de François Fillon à la primaire, c'était leur champion aux sénateurs. Oui, le Sénat était le repère filloniste, Delphine. On se souvient que lorsqu'il a fallu donner des parrainages aux candidats à la primaire, eh bien, c'est François Fillon qui en a obtenu le plus de la part des sénateurs, devant Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Et puis François Fillon, eh bien, il compte deux soutiens de poids ici au Sénat, à commencer par celui du président du Sénat, Gérard Larcher, un filloniste historique qu'il a soutenu durant sa campagne et dont on dit qu'il pourrait être le Premier ministre potentiel de François Fillon en cas d'accession à l'Élysée, et puis le président du groupe des Républicains, Bruno Retailleau, qui est devenu le coordinateur stratégique et politique de la campagne de François Fillon. François Fillon qui est donc très coté ici au Sénat. Oui, Pascal Perrineau, le pari était risqué finalement pour la Haute Assemblée, pour la droite sénatoriale ici, de soutenir François Fillon. On le sait à la peine dans les sondages en septembre, et qui a finalement gagné à la surprise générale cette primaire de la droite. Finalement, c'est la fidélité aussi qui a payé. Oui, c'est la fidélité quand on parle bien sûr du président du Sénat ou du président du groupe parlementaire des Républicains, M. Retailleau, mais c'est aussi, une prescience de ces hommes de territoire que sont les sénateurs. Ils ont certainement, mieux que d'autres élus, senti ce qui se passait dans cette France profonde, et on l'a vu lors de la primaire de la droite et du centre. François Fillon a été véritablement l'expression de cette France profonde, cette France d'ailleurs plus des régions que de Paris ou de la région parisienne. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est pour ça qu'on sera très attentif aux propos du président du Sénat, la force du Sénat. Dans le dernier baromètre de confiance politique que le Cevipof à Sciences Po fait, il faut savoir qu'une fois de plus, comme l'année dernière, le Sénat est l'institution politique nationale la plus cotée devant l'Assemblée nationale, devant les institutions exécutives. Donc il y a là un signal qui est un signal fort, et bien sûr, il faut que les sénateurs, et bien sûr le premier d'entre eux, le président du Sénat, soit à la hauteur de cette confiance qui est encore investie dans la Haute Assemblée. Pourtant, le calendrier politique est très court. Il ne reste plus que quelques mois pour le Sénat à siéger. On sait que Gérard Larcher aussi devrait s'exprimer sur les grands enjeux législatifs à venir avant la campagne qui débutera au mois de mars.
Bien oui, le Sénat qui siégera en séance publique jusqu'au 25 février. Il reste très peu de temps, même si après il y aura encore des auditions des commissions. Mais c'est vrai que c'est une année parlementaire qui va être écourtée. Et puis surtout, évidemment, sans grande réforme, sans grand texte. C'est plutôt un petit peu les affaires courantes que le Sénat va expédier. Ce sera donc au Sénat, comme ailleurs, une année qui sera plus politique que parlementaire. Pascal Perrineau, on sait aussi que Gérard Larcher va parler de sa réforme du Sénat, une réforme qui commence à porter largement ses fruits. On va tout de suite voir les enjeux de cette réforme qu'il a souhaité mettre en place pour lutter contre l'absentéisme des sénateurs avec Flora Sauvage. Premier objectif de la réforme du Sénat entrée en vigueur au 1er octobre 2015, moderniser la procédure. Les questions d'actualité au gouvernement ont lieu désormais toutes les semaines, le temps de parole est réduit et les votes solennels sont privilégiés. Autre mesure mise en place par Gérard Larcher pour lutter contre l'absentéisme, des retenues financières. En réalité, seuls les sénateurs qui sont absents à plus de la moitié de l'ensemble des réunions des commissions du mercredi et consacrées à l'examen de textes de loi sont sanctionnés. Une mesure qui est diversement appréciée. On est là quand on veut parler et qu'on a des choses à dire. Si on n'a rien à dire et si on ne connaît pas le sujet, pourquoi est-ce qu'on nous oblige à être là ? Dans certains domaines, ça va probablement pas encore assez loin, mais pour ce que certains comptaient, je trouve que c'est complètement justifié d'encourager la présence. Mais il faut faire attention aussi que qu'il n'y ait pas qu'une politique du chiffre de présence, mais c'est le travail qui est important. Selon le président du Sénat, le taux de présence en commission est de près de 80% et les questions d'actualité sont maintenant suivies par plus de 75% des sénateurs. Grâce à lui, les choses ont été remises à niveau parce que le Sénat s'était un peu démodé pendant ces 3 premières années de la mandature. Vous avez vu, il y a du monde dans l'hémicycle, il y a du monde dans les commissions, il y a du monde pour les votes solennels, et ça c'est grâce à Gérard Larcher. À la fin, écoutez, à la fin du mandat de Bell, on s'est demandé ce qu'on foutait au Sénat. Voilà les questions qu'on nous posait. Et là, le bicamérisme a été réhabilité grâce à Larcher. Enfin, concernant la transparence financière, les groupes politiques doivent désormais se constituer sous forme d'associations pour sécuriser leur gestion. Pascal Perrineau, ça c'est un point fort à mettre à l'actif de Gérard Larcher. Cette réforme du Sénat, c'était pas gagné de faire venir les sénateurs. Non, c'était pas gagné parce que certainement de mauvaises habitudes avaient été prises, non pas par tous, mais par certains. D'autre part, il faut savoir que le contexte d'opinion est très important. Il y a une défiance et même parfois une hostilité qui s'est installée dans l'opinion publique vis-à-vis des élus, et cela tourne autour des problèmes, vous voyez, d'absence, autour des problèmes de cumul. Et on voit bien comment il ne fallait pas laisser s'installer de manière durable cette image, et que des mesures vigoureuses comme un absentéisme, mais pénalisé, avec des pénalités financières, une modernisation de la procédure. Il y a là certainement des pas modestes mais importants qui ont été accomplis et qui participent de cette image relativement positive qu'a le Sénat aujourd'hui. Oriane Mancini, on sait que certains sénateurs en ont fait les frais. On se souvient encore récemment des déclarations de Gérard Collomb, le sénateur maire PS de Lyon, qui s'est plaint d'avoir été sous le coup de sanctions financières. Alors même s'il dit qu'il n'a jamais tenu ses propos, mais effectivement la semaine dernière, Gérard Collomb, qui a été sanctionné pour absentéisme, a vu son indemnité baisser, et Gérard Collomb se serait plaint de son indemnité qui a été abaissée à 4 000 € par mois. Effectivement, comme le disait Pascal Perrineau, ce sont des mesures qui ont été difficiles à faire accepter ici au Sénat. Gérard Larcher aime à le rappeler, c'est lui qui a subi la première grève de l'histoire du Sénat. Il veut montrer que malgré tout, il a réussi à faire passer cette réforme. Et c'est vrai que c'est une réforme qui est populaire auprès de l'opinion, populaire aussi auprès de certains sénateurs. On a entendu Pierre Charon, parce que Gérard Larcher en était conscient, il y avait besoin de redorer l'image du Sénat. Il y avait une sorte de Sénat bashing dans l'opinion. Et avec cette réforme, eh bien, il est vrai que Gérard Larcher a réussi à redorer cette image et à renforcer le rôle du Sénat et à justifier finalement le bicamérisme. Oui, parce qu'il faut savoir que ce bicamérisme connaît des menaces, et des menaces évidentes. On a bien vu comment des personnages, et parfois des personnages de premier plan, se mettaient à parler d'une éventuelle suppression du Sénat ou d'une fusion du Sénat avec le Conseil économique, social et environnemental. Donc les menaces se font précises, alors que
tout le monde le sait quand on s'intéresse à la manière dont le travail législatif est accompli. On sait très bien que les sénateurs, le travail dans les commissions au Sénat, participent, et cela depuis longtemps, très souvent, de la qualité des lois sous la Ve République. Et pour autant, Oriane, oui. Gérard Larcher est conscient d'ailleurs que ce sujet, que le rôle du Sénat sera un sujet dans cette campagne présidentielle. Son avenir et son rôle, c'est Manuel Valls qui, le premier, alors qu'il était encore Premier ministre il y a quelques mois, au mois de septembre, en avait parlé dans un discours qui est passé quelque peu inaperçu, qui était devant les maires des grandes villes, les présidents de métropole. Il disait qu'il va falloir réfléchir au rôle du Sénat dans le cadre d'une France décentralisée, puisque pour la première fois, il ne sera plus composé d'élus locaux. Et ça, effectivement, ça va changer beaucoup au Sénat, ce non-cumul des mandats. Et d'ailleurs, Gérard Larcher, il y a une semaine, dans sa conférence de presse, a commencé à laisser entendre qu'il allait réorienter le Sénat, peut-être un petit peu vers le Bundesrat à l'allemande, une chambre des territoires. Et c'est peut-être vers ça que Gérard Larcher va vouloir orienter le Sénat. C'est effectivement une des conséquences du non-cumul des mandats qui va s'appliquer en 2017. Ça va changer le rôle du Sénat, à commencer par... Bien sûr, cette législation sur le non-cumul des mandats renforcée a des effets évidents sur le Sénat. Mais cela doit rendre prudent tout de même sur les projets de réforme. Parce qu'on sait très bien que dans une démocratie équilibrée, il y a certainement nécessité de représenter le grand nombre, les électeurs. Mais il y a nécessité de représenter aussi les territoires. Et parfois des territoires relativement peu peuplés ou qui se sont dépeuplés. On ne peut pas imaginer que des pans entiers du territoire français, peu à peu, ne soient plus ou presque pas représentés au Sénat. Le Sénat a toujours été cette représentation des territoires, certes. La représentation du nombre et les réformes touchant, par exemple, les départements où il y a la représentation proportionnelle ont servi à cela, mais il y a nécessité aussi de représenter des territoires ruraux, des territoires semi-ruraux ou semi-urbains qui sont en difficulté et qui doivent continuer à avoir voix au chapitre. Ouais. Gérard Larcher pourrait revenir sur cette question, selon vous, Oriane, lors de son discours. On va le suivre dans une vingtaine de minutes à présent, à l'occasion de ses vœux aux parlementaires. La semaine dernière, lors de sa conférence de presse, il avait rappelé le rôle aussi qu'il avait pu jouer lui-même en tant que maire, sénateur-maire de Rambouillet. On voit ici poindre une sorte de critique aussi de cette réforme. Bien oui, Gérard Larcher ne s'en est jamais caché. Il est opposé à cette réforme du non-cumul des mandats. La semaine dernière, il a jugé ce texte inqualifiable. Pour lui, il n'est pas incompatible, bien sûr, d'être sénateur et maire. Il pointait d'ailleurs des failles dans ce texte, puisqu'il disait un maire d'une petite commune de 50 habitants ne peut pas être sénateur, alors qu'un président de métropole, lui, peut cumuler avec un autre mandat. Effectivement, ça c'est peut-être une faille dans la loi. Une injustice, avait dit Gérard Larcher. Exactement. Mais Gérard Larcher ne s'en est jamais caché d'être opposé à ce texte. Mais tout comme François Fillon, d'ailleurs. François Fillon était aussi opposé à cette loi. Alors là, il a dit qu'il ne reviendrait pas dessus, plus parce que cette réforme, elle est populaire, la réforme du non-cumul des mandats, et que François Fillon dit si j'arrive à l'Élysée, je ne me vois pas commencer par cette réforme. Ça donnerait le sentiment aux Français qu'on se préoccupe plus de nos problèmes que des leurs, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il est favorable au texte, et ce qui ne veut pas dire que s'il est élu, il ne reviendra pas au cours de son quinquennat. Ça, c'est une possibilité, selon vous, Pascal Perrineau, oui, en cas d'alternance avec François Fillon? En cas d'alternance avec François Fillon, il faudra être attentif aux idées de réforme, parfois quelque peu technocratiques, qui saisissent des technocrates de droite comme des technocrates de gauche en ce qui concerne la redéfinition de la carte des territoires et la redéfinition des pouvoirs. Il faut savoir, et là toutes les enquêtes le montrent, que les Français, ils ont deux patries, la patrie nationale et la patrie communale, et qu'il faut faire attention quand on se met à toucher de manière excessive le tissu communal, et en particulier le tissu des petites et des moyennes communes. Et on sait très bien que le Sénat est beaucoup plus que d'autres le relais, la voix au plan national de ce tissu communal. Et il y aurait, à mon avis, un danger à couper de manière excessive la représentation sénatoriale de cette base communale. Et d'ailleurs, il y a une proposition qui change un petit peu des autres. Alors, elle émane de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle dit non au cumul des mandats, sauf pour les sénateurs, parce que les sénateurs doivent bénéficier d'un statut dérogatoire. Le Sénat, c'est le représentant des territoires. Les sénateurs ne seraient pas des élus locaux.
ça créerait dans ce cas-là une déconnexion préjudiciable. Et on se souvient que c'est ça que souhaitaient les sénateurs, le cumul des mandats. D'accord, non, mais pas pour nous. Ouais. Pascal Prina, Oriane Mancini parlait d'une transformation du Sénat vers une sorte de Bundesrat à l'allemande. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il y aurait des pertes de compétences législatives? Alors, il faut savoir, bien sûr, qu'il y a l'exemple de nos voisins allemands, comme souvent en matière économique, en matière politique, en matière administrative. Mais l'Allemagne, c'est un État fédéral. La France n'est pas un État fédéral. Le Bundesrat, ce sont les représentants des Länder, de ces États fédérés au sein de l'État fédéral allemand. Le Sénat, c'est autre chose. Le Sénat est articulé sur la diversité des territoires en privilégiant, et cela depuis longtemps, le terrain communal. On parlait du Sénat Grand Conseil des communes de France au 19e. Eh bien, je crois que pour l'avenir, ce Sénat doit rester également le Grand Conseil des communes de France. Regardez dans des situations difficiles, que ce soit par exemple telle ou telle commune touchée par les inondations, on l'a vu par exemple la semaine dernière, qui est au premier plan de la solidarité communale, de l'effort? Eh bien, le maire et le conseil municipal. Et il faut que ces maires, ces conseillers municipaux restent, j'allais dire, la chair vive du Sénat moderne de demain. Non, l'autre orientation pourrait être que le Sénat change un petit peu de rôle, et c'est-à-dire que n'examine que les lois qui concernent l'organisation territoriale, les territoires, les collectivités, n'examine plus toutes les lois comme c'est le cas actuellement en parallèle en navette avec l'Assemblée nationale, et qui n'examine plus que ces lois, ce qui serait aussi une solution à la lenteur législative que déplorent beaucoup. Alors, on est toujours en direct sur Public Sénat. On attend les vœux de Gérard Larcher. Le président du Sénat doit s'exprimer d'ici une dizaine de minutes en direct de la présidence. Vous pourrez d'ailleurs écouter son discours. On sait que Gérard Larcher occupe en ce moment une place de choix dans le dispositif de campagne de François Fillon. L'ancien ministre du Travail multiplie les rencontres avec les partenaires sociaux. C'est normal pour ce chantre du dialogue social et ancien ministre du Travail, comme nous l'explique Quentin Calmy. C'est un défilé auquel on s'est habitué à la présidence du Sénat. Depuis plusieurs semaines, Gérard Larcher reçoit tous les syndicats avant de rencontrer les organisations patronales dans quelques jours. Une mission pour l'ancien ministre du Travail de Jacques Chirac, établir un dialogue avec les partenaires sociaux. Il nous a reçus pour avoir des précisions sur la position de la CGT, sur le dialogue social, sur l'actualité, la loi travail et son application, puis un certain nombre de sujets qui tournaient autour beaucoup des syndicats et du dialogue social. Et la tâche s'annonce compliquée, tant le projet de François Fillon inquiète les syndicats. Parmi les propositions les plus clivantes, la suppression de 500 000 fonctionnaires, la disparition des 35 heures ou encore la réforme de l'assurance maladie. Sur tous ces sujets, le camp Fillon veut rester très ferme. Il faudra dire aux syndicats, est-ce que vous voulez rester comme on est? Toujours plus de pauvres, toujours plus de chômeurs. Est-ce qu'on ne change rien? Écoutez, ils prendront leurs responsabilités. S'ils ne prennent pas leurs responsabilités, je vous assure, là comme ailleurs, François Fillon il tranchera dans le sens, évidemment, de son projet. Pas de renoncement. Gérard Larcher rendra au candidat Fillon un rapport de ses rencontres le 21 janvier, avant ce qu'il appelle un second round de négociations en février, une deuxième salve de rencontres qui pourrait être bien plus tendue si François Fillon maintient la ligne de son programme. Alors, on va tout de suite retrouver Mickaël Zamès, toujours en direct de la présidence du Sénat. Vous êtes aux côtés d'André Valigny, c'est le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Oui, on imagine que le message que va prononcer Gérard Larcher, vous allez l'écouter d'une oreille très attentive, parce que là, ce sera tout le travail qui est effectué sur l'année 2016, le travail qui reste à effectuer sur l'année 2017, et on a eu du travail pour le Sénat. Et il va y encore y en avoir ? Oui, bien sûr. On va travailler encore plusieurs semaines jusqu'au 25 février, puisque la session parlementaire s'achève le 25 février. Il y a du pain sur la planche. Les parlementaires ne vont pas cesser de travailler, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, sur des textes importants, des textes qui concernent Paris et les métropoles, des textes qui concernent l'égalité et citoyenneté, l'outre-mer, et puis un texte très important qui commence d'ailleurs à être examiné par le Sénat avant de partir à l'Assemblée nationale sur la sécurité. Donc des textes importants parce que le travail parlementaire doit aller jusqu'au bout de la session, fin février. Justement, ce texte sur la sécurité, il est attendu que ce soit à côté de l'Assemblée, côté également Sénat, par l'ensemble des classes politiques. On sait déjà un petit peu sur quoi il va porter? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Vous savez, le défi il est toujours le même, répondre aux attaques terroristes, se prémunir contre des attaques terroristes, se protéger les Français.
Des textes ont été votés sur la sécurité, sur le renseignement, d'autres sont nécessaires. Ce texte arrive. J'espère que le débat sera serein parce que l'intérêt de tous, c'est que le débat se passe bien et que la classe politique dans son ensemble comprenne qu'il s'agit d'un texte important qui ne mérite ni surenchère ni diabolisation. Parce qu'il y a toujours deux tendances par rapport aux textes relatifs à la sécurité. Ceux qui pensent qu'on attente aux libertés et puis ceux qui pensent qu'on ne va pas assez loin. Ce texte est un texte équilibré et je le répète, le gouvernement souhaite qu'il n'y ait ni surenchère ni diabolisation. Gérard Larcher va rappeler l'importance du bicamérisme ce soir. En ce moment, il y a des propositions de la part des candidats à l'élection présidentielle, avec certains qui voudraient une réforme du Sénat. Vous seriez sur plutôt quelle tendance ? Moi, d'abord, j'observe qu'à quelques exceptions près, personne ne remet en cause l'existence du Sénat. Et c'est une bonne chose. Le bicamérisme, c'est important. C'est très important, pas seulement en France. La plupart des grandes démocraties, et depuis longtemps, fonctionnent avec 2 chambres. Il n'y a rien de plus démagogique que de vouloir supprimer une chambre, au prétexte qu'elle coûterait trop cher. La démocratie, ça a peut-être un coût, bien sûr, ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Donc il faut 2 chambres. Il faut le Sénat qui joue un rôle très utile, de pondération parfois face aux emballements que peut connaître l'Assemblée nationale, qu'elle soit de droite ou de gauche. Le Sénat, et j'ai siégé dans les 2 assemblées, le Sénat a souvent un rôle pondérateur, un rôle plus modérateur par rapport aux emballements de l'Assemblée. Et la navette parlementaire, à qui l'on reproche effectivement parfois de prendre du temps, eh bien ce n'est pas du temps perdu. La navette parlementaire, elle est utile entre les 2 chambres pour améliorer les textes. Donc il faut que lors de la campagne présidentielle qui s'annonce, vous en avez parlé, le débat sur les institutions trouve sa place. Ce ne sera pas le premier sujet du débat présidentiel, mais il faut que l'on voit effectivement comment améliorer le fonctionnement du Parlement, comment peut-être accélérer sans aller trop vite l'examen des textes par l'Assemblée comme par le Sénat. Et j'observe que certains proposent effectivement de supprimer une lecture sur les 3. Aujourd'hui, il y a 3 lectures sur chaque texte, sauf procédure accélérée. C'est peut-être beaucoup. Et on s'aperçoit que les Français ne comprennent pas toujours qu'entre le moment où l'on parle d'un texte, le moment où l'on examine un texte en Conseil des ministres et puis le moment où le texte est appliqué sur le terrain en France, s'écoule autant de temps. Mais ça, c'est le Parlement, c'est la démocratie. Il faudra revoir aussi peut-être le statut du parlementaire, le statut de l'élu. Écoutez, un grand pas va être fait avec la fin du cumul des mandats, entre mandat parlementaire et fonction exécutive. À partir de 2017, on ne pourra plus être maire ou président de département ou de région et député ou sénateur. Ça va renouveler beaucoup la classe politique. Ça fait grincer des dents. À gauche un petit peu, à droite surtout. François Fillon a des problèmes, d'après ce que j'ai pu lire ici ou là, avec ses propres députés, ses propres sénateurs. Je crois que c'est une avancée. Ça va permettre d'oxygéner la démocratie parlementaire, de faire apparaître des têtes nouvelles sur les territoires et au Parlement. Dernière question, peut-être un peu plus personnelle par rapport à Gérard Larcher. Vos relations avec lui, comment ça se passe au quotidien ? Vous vous appelez, vous téléphonez sur des textes pour essayer de calmer un petit peu les parlementaires peut-être ? Ça se passe très bien. Dès que j'ai été nommé aux relations avec le Parlement, je suis venu voir Gérard Larcher et bien sûr Claude Barthelone. J'ai vu les 2 présidents de chambre dans les 24 heures. Avec Gérard Larcher, avec Barthelone aussi, bien sûr, nous sommes socialistes tous les 2, mais avec Larcher, qui est de droite, je suis de gauche, ça se passe très bien. C'est quelqu'un de très facile à vivre, si j'ose dire, très cordial, très chaleureux, qui aime le Parlement, qui aime le Sénat, qui aime que les choses se passent au mieux avec le gouvernement. Il a ses convictions, j'ai les miennes. Le gouvernement est de gauche, la majorité sénatoriale est de droite. Eh bien, ça se passe très bien. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Gérard Larcher. Merci beaucoup. On attend son discours maintenant dans une poignée de minutes. Merci André Vallini. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette première réaction. Peut-être Pascal Perrineau, on a entendu André Vallini qui déclare avoir d'excellentes relations avec Gérard Larcher. On sait que Gérard Larcher était au vœu de Claude Barthelone. C'était aujourd'hui à midi, en direct de l'Assemblée nationale. Est-ce que les choses aussi se sont apaisées finalement entre le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ? Oui, les choses se sont apaisées parce que aussi... les mesures qui pouvaient paraître comme provocantes, mises en avant par le président de l'Assemblée nationale vis-à-vis de son collègue, le président du Sénat, eh bien voilà, il y a eu, une certaine modération qui s'est installée et qui permet aux 2 chambres à nouveau d'avoir des rapports cordiaux. On ne peut pas imaginer que dans une situation de bicamérisme, ça soit la guerre d'une assemblée contre l'autre. On voit bien que la qualité, d'ailleurs, et le secrétaire d'État Vallini le rappelait, la qualité du travail législatif, ce qu'il a appelé l'amélioration, d'ailleurs, du travail législatif, nécessite la collaboration des 2 chambres. Alors on peut réfléchir
comme il le laisse pressentir, à des réformes, mais qui soient des réformes de procédure. Il ne s'agit pas de supprimer le Sénat ou de lui enlever des pouvoirs. Ce sont des réformes davantage de procédure pour accélérer tout simplement la procédure. Et une réflexion est certainement à tenir sur le nombre de lectures. 3 lectures, c'est peut-être excessif. C'est ce que demande également François Hollande, qui se plaignait souvent justement de la lenteur de la procédure législative. Là, ce sera un thème certainement de la prochaine mandature, Oriane. Oui, ce sera un thème de la prochaine mandature. Mais on entend les sénateurs répondre à ça, que pour faire une loi et qu'elle soit faite correctement, eh bien, il faut du temps et que l'accélération de la procédure législative n'est pas forcément une bonne chose. Donc, ce sera un thème. Maintenant, est-ce qu'une solution sera trouvée et une amélioration sera trouvée alors que c'est un thème qui perdure depuis plusieurs années ? On le verra peut-être après ces législatives et ces sénatoriales. Alors qu'on voit les personnalités, les sénateurs qui commencent à arriver. On a pu voir Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, ou encore à l'instant Philippe Dallier, autre parlementaire, les Républicains. On parlait également Pascal Perrineau. Alors justement, on va écouter Bruno Retailleau, et on reviendra vers vous dans un instant. Bruno Retailleau, le président du groupe LR, qui est à votre micro, Mickaël. Absolument, on va faire un bilan de l'année 2016, on va essayer de se projeter un petit peu pour 2017. Alors, on va commencer par le Sénat. Sur le travail du Sénat, vous attendez à quoi? Il reste peu de temps. Est-ce qu'il y a encore des textes qui vont passer? Est-ce que c'est quelques semaines utiles? Bien sûr, ce sera utile jusqu'au bout. On a un texte, par exemple, pour nos amis ultramarins, le texte égalité. On a d'autres textes jusqu'au mois de février. Nous utiliserons chaque jour, chaque heure. Évidemment, il faut être utile pour le pays, c'est important. Et le Sénat sera, si j'ose dire, en tête de pont de tout ce travail-là. Gérard Larcher va certainement aussi expliquer la réforme qu'il a mise en place il y a presque 3 ans maintenant, la réforme du Sénat. Elle est rentrée dans la tête des parlementaires, aujourd'hui dans la tête des sénateurs, sans difficulté? Sans difficulté, non. Il y a eu des difficultés parce que c'était une réforme exigeante, notamment en matière d'assiduité. Et les réformes mises en place par Gérard Larcher ont été bien au-delà de ce que d'autres assemblées peuvent connaître en matière d'assiduité. Il y a aussi la réforme sur les questions d'actualité qui a aussi révolutionné un petit peu le rythme du Sénat, puisque avant c'était tous les 15 jours, le jeudi on était totalement décalé. Maintenant on retrouve le fil de l'actualité. On l'a encore vu cet après-midi. On l'a bien vu cet après-midi, exactement. Et essayer d'alléger, de rendre beaucoup plus fluide notamment le travail dans l'hémicycle pour qu'il y ait des temps de réponse à la fois plus courts, des temps de parole aussi beaucoup plus courts pour que tout ce travail-là, encore une fois, soit beaucoup plus réactif. Bref, c'est un travail de modernisation du Sénat, il l'a fait et je trouve que le Sénat, d'ailleurs on l'a bien vu pendant toute cette année, a pesé dans le débat public. La déchéance de nationalité, les réformes constitutionnelles, c'était la clé, ça a été le Sénat. Donc en quelque sorte, le Sénat souvent a fait l'actualité et a retrouvé, si j'ose dire, à la fois sa voix, parce qu'il est incarné avec Gérard Larcher, mais en même temps, on a eu une majorité cohérente entre les LR et les centristes. On en parle beaucoup actuellement avec les investitures, mais nous, cette majorité, elle a tenu, elle a été très cohérente, il n'y a pas eu de couac, et ça, je m'en félicite. Gérard Larcher voulait que ce soit le laboratoire de l'alternance pour 2017. Donc cette élection en 2017, il va certainement peut-être aussi en parler. Gérard Larcher consulte en ce moment beaucoup au Sénat, que ce soit les syndicats, sur les différentes réformes que propose François Fillon. Il est en quoi? Le casque bleu un petit peu de François Fillon? Gérard Larcher a une spécificité, même son ADN, c'est le dialogue social. Il y a une loi qui porte son nom et je pense que le dialogue social, c'est nécessaire. Évidemment, le blocage syndical, c'est pas possible parce que quand il faut réformer, il faut prendre des positions, des décisions courageuses, mais il ne faut pas poser comme principe que ce dialogue social ne pourrait conduire à un échec. Non, et donc il a d'abord vu... mineurs. Il termine le 21 janvier le premier round avec les syndicats. Il fera remonter à François Fillon un certain nombre de demandes, de discussions. Et puis ensuite, il les reverra au mois de février pour un second round. Merci beaucoup, Bruno Retailleau. On voit que le président du Sénat, Gérard Larcher, est en train d'arriver dans les salons ici. Le discours va bientôt commencer. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Et Delphine, on va se retrouver, j'imagine, dans quelques instants. Gérard Larcher va saluer les derniers invités avant de prendre la parole. Oui, Mickaël, effectivement, on va entendre ce discours en direct dans un instant. Pascal Perrineau, Mickaël Zamès parlait à l'instant du rôle de casque bleu, de caution sociale de Gérard Larcher, on l'a dit, ancien ministre du Travail, chantre du dialogue social, c'était rappelé, une loi porte son nom. Ça, c'est une place de choix dans le dispositif et un atout pour François Fillon. On sait qu'il veut faire passer des réformes très dures qui seraient mal perçues par les syndicats. Alors tout à fait, parce que dans le succès de François Fillon, il y a eu 2 moments.
Il y a la primaire de la droite et du centre qui est gagnée de la manière dont vous savez, c'est Bonaparte au pont d'Arcole. Bien. Et puis ensuite, il y a une entrée en campagne, une fois qu'il est le candidat de la droite et du centre, plus difficile, en particulier autour du dossier de la protection sociale. Donc on voit très bien comment les enjeux sociaux jouent un rôle décisif, au-delà des enjeux sécuritaires, dans les préoccupations de l'électorat, jusqu'au cœur de l'électorat, de la droite et du centre. Et là, l'ADN politique de Gérard Larcher, son passé de ministre du Travail, ce sens du contact avec les acteurs du dialogue social est tout à fait essentiel dans le dispositif de François Fillon, même si on ne doit pas oublier que François Fillon lui-même a une expérience assez forte sur ces dossiers sociaux. Et il y a là une paire qui doit fonctionner, même si en effet il y a un candidat, François Fillon, et puis il y a le président Larcher qui doit faire dans les semaines qui viennent, parce qu'on le voit en effet dans les enquêtes d'opinion, les rapports de force se resserrent. On commence à s'interroger sur qui sera au second tour, jusqu'où ira le phénomène Macron, qui sera menacé dans le duo de tête aujourd'hui, à savoir Marine Le Pen, François Fillon, par une éventuelle poussée d'Emmanuel Macron. Donc tout cela rend encore plus important le rôle que peut jouer Gérard Larcher pour mettre en place autour de François Fillon l'équipe de campagne, parce que ça n'est jamais un homme seul qui gagne une campagne électorale, c'est une équipe. Oriane Mancini, effectivement, on le disait, il y a des consultations qui sont en cours. Encore demain, Gérard Larcher recevra Pierre Gattaz, le patron du MEDEF. Il va rendre une première synthèse. Que peut-on en attendre de cette synthèse, Oriane? Oui, un Gérard Larcher qui consulte jusqu'au 20 janvier avant de remettre sa note à François Fillon. Et la tâche est rude pour Gérard Larcher, au vu du programme de François Fillon. Suppression de 500 000 fonctionnaires, suppression des 35 heures. Et les syndicats ont d'ores et déjà prévenu. Ils jugent quasiment tous le programme de François Fillon brutal. Même la CFDT, qui avait signé la réforme des retraites de François Fillon, juge ce programme très inquiétant, notamment sur la suppression des fonctionnaires. Et Philippe Martinez, le leader de la CGT, a prévenu, lui, lors de ses vœux, le 4 janvier, si la droite revient au pouvoir, la mobilisation sera d'actualité. Et il faut dire aussi que le travail de Gérard Larcher, il ne doit pas être facilité par les déclarations faites par François Fillon lors de la campagne, et notamment dans l'entre-deux tours, où il était loin d'être tendre avec les syndicats. Les syndicats sont faibles par leur comportement, faibles par leur nombre d'adhérents. Les Français ne sont pas séduits, pas convaincus. Il y a mieux pour des négociations, mais effectivement, comme le disait Pascal Perrineau, on ne doute pas que Gérard Larcher est l'homme de la situation. Oriane, on retourne tout de suite en direct des salons Beaufrand à la présidence du Sénat, puisque Jean-Pierre Raffarin est au micro de Mickaël Zamès. Bon, on va poursuivre un petit peu votre discussion. Bien évidemment, bonjour Jean-Pierre Raffarin, autour du rôle de Gérard Larcher, qui est en train de déminer un petit peu le programme et tout ce qui pourrait gêner un petit peu dans le programme de François Fillon. C'est urgent, ça, pour le programme de François Fillon? Il faut déminer en ce moment? Je pense qu'il faut éviter les caricatures, surtout dans le domaine social et surtout avec les partenaires sociaux, où les partenaires sociaux ont besoin de vision, de calendrier, d'approfondissement des mesures et de pas les caricatures. Et avec les partenaires sociaux, on ne discute pas en slogan. Donc il faut que sur les retraites, sur le code du travail, sur la sécurité sociale, que tout cela, il y ait un approfondissement, une pédagogie du dialogue. Et Gérard Larcher fait un travail très utile auprès des acteurs sociaux, justement pour cette pédagogie de l'information. Il va certainement aussi parler du rôle du Sénat, du rôle du bicamérisme. Certains, dans cette campagne présidentielle, voudraient un petit peu réformer, déjà d'une part, le nombre de parlementaires, et peut-être, pourquoi pas, le rôle du Sénat. Ce serait une bonne chose, selon vous ? On peut réformer pour que la loi soit plus rapide, pour que la politique soit plus proche des gens, pour qu'on puisse avoir une efficacité renforcée. Je ne crois pas qu'il faille supprimer le Sénat, parce qu'on a besoin de cette chambre des territoires, on a besoin de la navette parlementaire, parce que c'est pendant la navette que le pays est informé des lois. S'il n'y a qu'une seule chambre, très vite on fait passer une loi, le pays n'a pas le temps de voir de quoi il s'agit, il n'y a pas les discussions. Aujourd'hui, il faut que les partenaires sociaux, que les partenaires économiques, que les agriculteurs, que les commerçants, que les entrepreneurs soient au courant des lois
loi fiscale, de ce qu'on leur propose. Et la navette permet tout cela, et donc il faut garder les deux chambres. Jean-Pierre Raffarin, une question qui n'a pas trop de rapport avec le Sénat. Cet après-midi, Manuel Valls s'est promené en Bretagne pour sa campagne pour les primaires. Il a reçu une gifle de la part d'un passant qui était là, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que vous pensez par rapport à la politique aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous? Ça veut dire que la société est violente. Qu'est-ce que la politique? La politique, c'est l'organisation des règles et du débat pour justement éviter la violence. On sait bien que dans une société, s'il n'y a pas de règles, il y a de la violence, il y a de la tension, il peut y avoir de la brutalité. Et donc, la politique est contre la violence. Donc, la gifle en politique, c'est quelque chose qui est vraiment condamnable parce que c'est justement la politique qui doit permettre le débat, qui doit permettre l'échange et pas la violence. La violence, en toutes circonstances, doit être condamnée. Je condamne ce geste. Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin, d'avoir répondu à nos questions. À tout à l'heure, Delphine. Merci Mickaël pour cette nouvelle réaction en direct. Pascal Perrineau, on pensait que Gérard Larcher pouvait être pressenti un temps pour Matignon. Il a répondu la semaine dernière lors de sa conférence de presse. Matignon, ce n'est pas le rêve de ma vie. Pourtant, il aurait pu former un tandem, un ticket idéal avec François Fillon. Qu'en pensez-vous ? Tout à fait, mais il est trop tôt pour parler de la répartition des postes. Ce qui est essentiel dans le dispositif qui se met en place autour de François Fillon, c'est que les Français sentent sur les grands dossiers quelle est la répartition du travail entre les hommes et les femmes qui entourent François Fillon. Qui fait quoi dans ce dispositif? Quelle est l'équipe autour de laquelle pourra éventuellement s'organiser une relève éventuelle? La distribution des postes, il ne faut pas oublier qu'après la présidentielle, il y aura les législatives. Et qu'un gouvernement, il ne peut être formé qu'après que l'on ait pris la température du pays dans les territoires, dans les 577 circonscriptions, lors des législatives. Et c'est en fonction des équilibres de ces législatives qu'on met ensuite un véritable gouvernement pour acter les réformes du candidat qui a été élu à la présidence de la République. Sauf que François Fillon s'est engagé lui-même pendant sa campagne à annoncer quels seraient les ministres, et forcément le premier d'entre eux, 4 mois avant la présidentielle. Alors c'est peut-être une promesse qu'il regrette d'avoir tenue aujourd'hui. Il ne s'imaginait peut-être pas gagner quand il a tenu cette promesse. En attendant, forcément, on va lui demander rapidement de donner ses noms. Pourquoi il a fait ça? Eh bien parce que lui, il considère que les hommes qui arrivent et les femmes qui arrivent au pouvoir doivent être formés, doivent maîtriser les dossiers pour être prêts à gouverner dès le premier jour. Si François Fillon tient sa promesse de campagne, le suspense sur la nomination ou non de Gérard Larcher ne devrait pas durer très longtemps. Pascal Perrineau, il préfère viser, conserver la présidence du Sénat, Gérard Larcher. C'est un poste dans lequel il se sent bien, il l'a également rappelé la semaine dernière. En effet, le président Larcher, excelle dans le rôle de président d'une assemblée qui n'est pas l'assemblée du conflit. On le voit très bien, bien sûr, il y a des oppositions au Sénat comme partout. On le voit d'ailleurs sur ces images, puisqu'on voit que les parlementaires de tous bords sont présents. On a vu aussi bien des élus du groupe socialiste, du groupe RDSE ici au Sénat, qui arrivent et qui saluent chaleureusement le président du Sénat. Et on sait que dans le travail, beaucoup plus qu'à l'Assemblée nationale, dans le travail dans les commissions, on s'écoute, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite. Certains textes sont portés en commun par la droite et par la gauche. Les rapports au quotidien au Sénat n'ont rien à voir avec les rapports à l'Assemblée nationale. C'est une assemblée où il y a plus de travail au fond et moins de posture qu'en d'autres assemblées. Et François Fillon, dans les indices qu'il a qu'il a donné sur son potentiel, sur son Premier ministre d'ailleurs, il a dit que ça serait une personne qui lui était fidèle depuis le début, c'est-à-dire avant le premier tour, donc pas un rallié, que ça serait une personne d'expérience. Et dans l'entourage de François Fillon, il n'y a pas un si grand nombre que ça de personnes qui peuvent aller à Matignon. C'est pour ça que le nom de Gérard Larcher revient régulièrement. Alors, c'est peut-être pas le rêve de sa vie, mais ça pourrait bientôt devenir la réalité. Pascal Perrineau, on évoquait aussi le bilan législatif que va certainement dresser Gérard Larcher sur sa réforme du Sénat, sur les textes à venir. Il risque aussi de parler du rôle qu'a pu jouer le Sénat sur le plan de la diplomatie parlementaire. On sait que c'est un thème cher à Gérard Larcher qui revient d'ailleurs d'Israël. Oui.
En effet, avec le président Larcher, il y a eu, une diplomatie parlementaire active qui s'est mise en place, comme cela se fait dans nombre de démocraties européennes, où les assemblées ont une activité diplomatique qui, bien sûr, ne joue pas contre la diplomatie qui doit être avant tout menée par le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre et, bien sûr, le président de la République, dans le cadre de ce qu'on appelle le domaine réservé sous la Ve République. Mais il y a une diplomatie parlementaire active à mener, qui peut d'ailleurs dresser certains des axes de la politique étrangère qui pourraient être mis en place au cas où il y aurait une alternance et au cas où François Fillon viendrait à être le prochain président de la République. Ouais, le rôle du Sénat a été réaffirmé justement sur le plan international pendant la présidence Larcher, selon vous, Oriane ? Bien oui, c'est comme le disait Pascal Perrineau, c'est un thème cher à Gérard Larcher, cette diplomatie parlementaire. Mais vous le disiez, à condition que ça ne brouille pas le message de la France. Et c'est vrai que lors de la dernière visite des parlementaires, alors ce n'était pas des sénateurs, c'était des députés en Syrie, Thierry Mariani en première ligne, c'est un petit peu ce qu'on leur a reproché, de brouiller le message de la France. Et c'est vrai que c'est un petit peu le risque de cette diplomatie parlementaire, risque qui pour le moment n'est pas pris, j'allais dire, au Sénat, mais c'est un petit peu le danger de cette diplomatie parlementaire, ce qui fait dire à certains d'ailleurs, je pense notamment à Benoît Paru, que la diplomatie, ce n'est pas le rôle des parlementaires, c'est le rôle de l'État. Attention à pas trop de diplomatie parallèle, alors que Gérard Larcher est allé accueillir Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, qui va donc bientôt arriver et qui va écouter le discours de Gérard Larcher, que vous allez pouvoir suivre dans quelques instants en direct sur l'antenne de Public Sénat. Gérard Larcher, on le disait, qui va vanter donc les mérites de la diplomatie parlementaire, mais on nous dit aussi que le message du président du Sénat devrait être teinté d'espoir. C'est une notion aussi importante pour lui, on le sait, très marqué par les derniers attentats. En effet, bien sûr, toutes les enquêtes le montrent aujourd'hui, on a affaire, cette élection présidentielle qui se met en place et la fin de la session parlementaire se déroule tout de même dans un climat très particulier. L'état d'urgence a été prorogé. Les inquiétudes sont majeures. Quand vous regardez les enjeux que les Français présentent comme étant les plus importants pour eux, c'est le terrorisme qui arrive en tête. Et donc, on n'imagine pas que les rôles politiques de premier plan, et dans le dispositif de la Ve République, le président du Sénat, bien sûr, en est un, n'aborde pas les inquiétudes des Français et ne cherche pas à dessiner, au-delà des inquiétudes plus que légitimes des citoyens français, j'allais dire une perspective d'espoir. Parce qu'au-delà de la violence qui a secoué, secouera certainement la société française, il y a des chemins d'espoir. Et si ce ne sont pas les principaux rôles politiques qui nous décrivent ces chemins d'espoir, on se demande qui le fera. Oui. Oriane Mancini, on sait, le président du Sénat, qui souvent dans ses discours a parlé de l'assassinat de policiers à Magnanville, dans les Yvelines, département dont il est élu. Il a été profondément marqué, justement, par, on le disait, ces attentats récemment. Oui. L'homme, Gérard Larcher, a été profondément marqué. Il nous l'a dit à plusieurs reprises. Mais effectivement, alors, la France n'a pas été épargnée, bien sûr, par le terrorisme. 255 Français victimes du terrorisme depuis le début de l'année 2015, dont 238 sur le sol national. C'est plus qu'entre 1945 et 2015. Et puis, Gérard Larcher a été marqué, mais alors, le Sénat... Pardon Oriane, puisque Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, on en parlait, est au micro de Mickaël Zamès, un geste peut-être de réconciliation avec le président du Sénat. Je vais lui demander si c'est un geste de réconciliation. On disait que vous étiez un petit peu en froid avec le président du Sénat. Non, c'est pas le cas ce soir. Je pense que c'est vrai que nous avons eu des débats sur la vision de ce que doivent être nos institutions, mais on a toujours su garder des liens d'amitié. C'est ce que je lui faisais comme clin d'œil ce matin. Peut-être que Saint-Hubert nous a beaucoup aidé à pouvoir conserver ce lien amical. Gérard Larcher qui va accentuer ce soir sur le rôle du bicamérisme des deux chambres. Vous êtes toujours
opposés sur cette formation-là des deux chambres? Il y a deux visions. Vous savez, j'essaye de voir ce que peut représenter l'évolution de nos institutions. Mais ça fait partie du débat démocratique. Je pense que d'ailleurs ce sera un élément qui sera mis en avant par les différents candidats à l'élection présidentielle. J'ai eu l'occasion d'animer pendant un an un groupe de travail sur l'évolution de nos institutions avec le grand historien Michel Vinocq, et nous avons fait des propositions. Mais vous savez, moi je n'ai pas du tout le sentiment sur cette question-là d'avoir la vérité révélée. Mais je me rends compte que pour autant, un certain nombre de propositions que j'ai eu l'occasion de formuler, notamment sur le retour à un septennat non renouvelable, notamment sur la réduction du nombre de parlementaires, au vu en particulier du Parlement du non-cumul qui arrive, sont aujourd'hui des sujets qui sont saisis, comme le fait d'avoir plus d'attention portée aux liens à installer avec nos compatriotes. La réduction du nombre de parlementaires, pour vous, c'est presque acquis à droite comme à gauche aujourd'hui. Tout le monde semble avoir mis sur la table comme priorité la réduction du nombre de parlementaires. Oui, et entendons-nous, ce n'est pas pour faire des économies. Mais je pense qu'il faut consacrer plus de moyens par tête de député pour leur donner plus de possibilités de mieux contrôler le gouvernement, penser la loi, l'évaluer. Et je crois qu'avec moins de députés dans le cadre du Parlement du non-cumul, l'on pourrait avoir un travail encore de meilleure qualité, formulé et effectué par les parlementaires. Et ça peut réconcilier aussi les Français avec le monde politique, selon vous? C'est suffisant? Écoutez, je pense que ce n'est pas que cela. Vous savez, renforcer la démocratie, il n'y a pas une seule mesure miracle qui permettra de le faire. Mais en montrant vraiment l'intérêt que peuvent avoir les parlementaires pour entretenir le débat démocratique, être mieux armés pour le temps de la réflexion sur la loi, le temps du vote de la loi et le temps d'évaluation, eh bien, vous savez, pour bon nombre de citoyens, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Y compris sur l'impôt. Ils nous demandent d'en avoir pour leur argent. Eh bien, plus on leur montrera que nous avons une démocratie qui est capable de les entendre, capable d'être attentif à la qualité de la loi et surtout à ses résultats, et plus ils seront satisfaits de ce travail. Dernière question, Claude Barthelone. Vous êtes un soutien affiché de Manuel Valls. Il y a eu un incident cet après-midi lors de sa visite en Bretagne. Il a été giflé par une personne qui était là dans la rue. Qu'est-ce que ça dit de la politique selon vous? Qu'est-ce que ça dit de Manuel Valls? Ça dit surtout pour le monde politique d'une manière générale. C'est qu'il y a une réelle inquiétude de la part de nos compatriotes pour savoir si le monde dont on leur parle, ce 21e siècle, avec la transition écologique et environnementale, avec cette apparition du numérique et des nouvelles technologies, avec ces inquiétudes que l'on peut avoir sur la conception du travail, notamment pour ceux qui ont le moins de qualifications, qu'il y ait une véritable préoccupation, c'est quelque chose que l'on peut avoir en tête. Mais qu'il puisse y avoir de telles manifestations, c'est insupportable. Rien, pas la moindre souffrance ne peut justifier la moindre trace de violence. Le débat démocratique peut se concevoir sans qu'il y ait ce genre de comportement. Je ne voudrais pas que l'on ait l'impression, y compris dans nos commentaires, qu'en ayant une mise en avant de ce genre d'actes insupportables, on donne une prime à des citoyens qui se conduisent d'une telle manière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Gérard Larcher, l'autre président, vient d'arriver, vous le voyez sur ces images, avec le Premier ministre. Exactement, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous voyez sur ces images le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l'Assemblée réunis avec Isabelle Demey, vice-présidente du Sénat. Vous voyez, tout le monde c'est l'heure de la réconciliation finalement entre l'Assemblée et le Sénat, Delphine. Oui, effectivement. Merci pour cette image, Mickaël. Pascal Perrineau, on entendait à l'instant aussi les propos apaisés de Claude Barthelone. C'est vrai qu'il y avait eu ce rapport. Vinocq-Barthelone ont proposé la fusion du Sénat avec le Conseil économique, social et environnemental. Là, on voit c'est le dernier discours. C'était le dernier discours de Claude Barthelone en tant que président de l'Assemblée nationale. Il se veut beaucoup plus apaisé et conciliant envers Gérard Larcher. Oui, en effet. On voit comment, après
après ce que j'appelais tout à l'heure l'ère des provocations, vient l'ère de la conciliation. Et dans l'énumération des mesures proposées par cette commission Vinot-Bartolone, il était frappant d'entendre le président de l'Assemblée nationale égrener toutes les mesures qui ne concernent pas directement le Sénat, et en particulier le septennat non renouvelable, le cumul des mandats qui touche aussi bien les députés que les sénateurs, etc. Donc on voit très bien qu'on est à l'heure de l'apaisement, et aussi qu'au fond, on rentre peu à peu en campagne présidentielle et que l'on sent que le sujet des institutions est important, mais ne peut pas être au cœur de la campagne présidentielle. Les enjeux économiques, sociaux et de sécurité seront, eux, en revanche, comme l'attendent les Français, au cœur de cette campagne. Et pour autant, cette question des institutions, Oriane, elle reviendra certainement très rapidement aussi sur le devant de la scène, une fois le président élu. On entendait Claude Bartolone parler aussi de cette exigence démocratique vis-à-vis des Français qui veulent savoir ce qu'on fait de leur argent de façon très concrète. Il y aura certainement aussi, peut-être que ce soit par référendum, cette question du rôle des institutions et de leur évolution, de leur modernisation. Oui, cette question des institutions, elle figure dans les programmes de tous les candidats, à droite comme à gauche. Alors à droite, même s'ils ont des propositions de modernisation et notamment de réduction du nombre de parlementaires, on est plutôt sur une ligne 5e République, modernisation de la 5e République, mais on reste dans les institutions de la 5e République. À gauche, de nombreux candidats vont jusqu'à proposer une réforme qui entraînerait une 6e République, ce qui serait donc une réforme plus en profondeur, mais bien évidemment que cette question des institutions, elle sera posée très rapidement parce qu'elle sera très longue à mettre en place. Ouais, peut-être un dernier mot, Pascal Perrineau. Oui, et puis il faut même se rendre compte qu'on a mis du temps à la fois dans l'histoire longue de la France et sous la 5e République à trouver un quasi-consensus sur les règles du jeu. Donc soyons extrêmement prudents, une fois de plus, de ne pas considérer que la solution est dans un changement profond des règles du jeu institutionnel. Ça ne réglera principalement rien. Le problème est ailleurs. Eh bien, merci beaucoup Pascal Perrineau pour votre éclairage, pour votre analyse. Merci Oriane, vous restez avec nous. On voit le président du Sénat entouré de Claude Bartolone, mais aussi de Bernard Cazeneuve et des vice-présidents qui s'expriment. Tout de suite, on l'écoute. De l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre en charge des relations avec le Parlement, que j'ai perdu de vue, mais je vais le retrouver, bien près de nous, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues vice-présidents du Sénat, mes chers collègues questeurs, Mesdames et Messieurs et chers collègues secrétaires du bureau du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents de commission, Mesdames et Messieurs les présidents de groupe, Mesdames et Messieurs les présidents de délégation et offices parlementaires, Monsieur le Président de l'Amicale du Sénat, mes chers collègues, je voudrais saluer le secrétaire général du Sénat, le secrétaire général de la Questure, Mesdames et Messieurs. Je suis heureux avec l'ensemble des sénateurs de vous accueillir ce soir dans les salons de Beaufranc pour, mais vous l'avez déjà fait de nombreuses fois depuis le 2 janvier, pour célébrer cette nouvelle année. L'année qui vient de s'achever aura été une nouvelle fois entachée par des actes barbares commis sur notre sol, et ce midi, Claude Bartolone l'a évoqué. Que ce soit à Magnanville, à Nice, à Saint-Étienne-du-Rouvray. J'ai évidemment une pensée pour les victimes des récents attentats de Berlin et d'Istanbul. Ces crimes resteront gravés dans nos mémoires et démontrent combien il nous faut continuer à combattre, j'allais dire, avec une détermination et volonté. Seule une France volontaire, rassemblée autour de ses valeurs, forte de ses institutions, fait face à ce défi. 2017 sera, vous le savez, vous le vivez tous et tous, une année marquée par des échéances électorales décisives pour l'avenir de notre pays. Quels que soient nos choix politiques, nous le savons tous, il nous faudra restaurer la confiance et retrouver l'espérance chez nos compatriotes. C'est notre responsabilité à toutes et tous. Rendre espoir,
C'est d'abord et avant tout faire en sorte que la France renoue durablement avec la croissance et la compétitivité. C'est faire en sorte qu'elle ait des finances publiques en ordre, sécurise ses systèmes sociaux et enfin retrouve progressivement, car ce ne sera que progressif, le chemin du plein emploi. C'est dans ce sens que nos commissions, et notamment les finances et les affaires sociales du Sénat, ont travaillé sur l'ensemble des textes qui leur ont été présentés, notamment par le gouvernement. Rendre l'espoir, c'est ne jamais s'accoutumer à près de 9 millions de pauvres dans notre pays et à plus de 3 millions de chômeurs. C'est ne jamais s'accoutumer à l'idée qu'il y aurait un chiffre fatidique de 2 millions de jeunes un peu sur le côté de la route. Rendre l'espoir, c'est redonner de la vitalité à nos territoires, ceux de la France rurale, ceux de la France qu'un géographe a qualifié de périphérique, qui se sentent parfois oubliés. C'est cette France à plusieurs vitesses que, par essence, et quelles que soient nos sensibilités, le Sénat ne peut accepter. Rendre l'espoir, c'est aussi assurer la sécurité de nos compatriotes. La nation ne sera rassemblée que si l'État donne à ses citoyens la garantie de les protéger. Notre soutien ne vous a jamais manqué, Monsieur le Premier ministre, quand il s'est agi de protéger les Français. C'est cela l'esprit de responsabilité qui nous anime, car nous avons tous l'amour de notre pays, la fierté de ce que nous sommes, l'attachement sans faille aux valeurs que nous portons et à la République que nous avons en partage. Tous ces combats requièrent courage, volonté et dépassement des postures. Le Sénat saura, j'en suis convaincu, y contribuer. Notre Assemblée poursuivra sa mission avant et après l'élection présidentielle. Représenter le territoire, ses élus et nos concitoyens. Proposer la loi, faire la loi, contrôler le gouvernement. Mes vœux s'adressent donc d'abord à vous tous, mes chers collègues, vous qui enrichissez nos débats de vos interventions et de vos travaux, de votre action sur le terrain. C'est aussi important, que ce soit en métropole, dans nos outre-mer, ou auprès de nos compatriotes établis hors de France. Mes vœux s'adressent à mes collègues membres du bureau et de la conférence des présidents avec qui nous partageons le souci commun et permanent de l'institution sénatoriale. Chacune et chacun d'entre vous, vous participez à la richesse du bicamérisme et permettez de démontrer son importance pour l'équilibre de nos institutions. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous remercie de votre présence. Pour que le bicamérisme fonctionne, il faut qu'il y ait deux chambres de pleine compétence et qu'elles dialoguent entre elles dans un esprit constructif. Au fond, nous y avons veillé. Nous avons eu des débats, nous avons parfois certaines conceptions différentes, mais la République nous rassemble. À cet instant, je pense aussi à celles et ceux qui nous ont quittés l'année dernière. Ils sont présents dans nos mémoires. Je pense à ces 2 terribles mois de novembre et de décembre pour le Sénat, à Paul Vergès, à Louis Pinton, à Michel Houellebecq, à Jean-Claude Frécon. Mais aussi, cette année a vu s'effacer les visages d'Yves Guénat, de Claude Estier, de Jean Chériot, de Pierre Fauchon, de Jacques Dominati et d'autres qui marquèrent la Haute Assemblée de leur personnalité et de leurs travaux. Mes chers collègues, grâce à vous, l'exigence législative du Sénat a été au rendez-vous de 2016. Et notre Assemblée a imprimé sa marque sur nombre de textes. Le Sénat a réaffirmé une nouvelle fois son rôle de garant de l'État de droit, de garant à la fois de la sécurité et des libertés. Notre Assemblée s'est attachée à renforcer nos moyens de lutte contre le terrorisme. J'y faisais référence il y a quelques instants, à l'occasion de l'examen d'un certain nombre de projets de loi. C'est d'ailleurs à l'initiative du Sénat qu'ont été insérées des dispositions visant à aggraver l'échelle des peines en cas de condamnation pour terrorisme, ou encore visant à faciliter la fermeture de lieux de culte où sont tenus des propos incitant à la violence et à la haine,
dans le cadre de l'état d'urgence. Et je veux saluer le ministre de l'Intérieur d'alors pour son attention, son écoute et son engagement. Je peux en porter personnellement et territorialement témoignage. À la suite des travaux qu'elle a conduits depuis plusieurs mois sur la question judiciaire, notre commission des lois a lancé une réflexion d'envergure sur le redressement de la justice. C'est un des enjeux essentiels pour les années qui viennent. Au plan de la sécurité extérieure et intérieure de notre pays, nos forces armées assurent une mission exemplaire. Notre commission de la Défense, des Affaires étrangères et des Forces armées va déterminer avec précision les besoins de nos armées avec pour objectif d'atteindre les 2% du PIB pour notre budget de la défense. La question des migrations a posé un vrai défi à l'Union européenne et à ses États membres. Nos collègues se sont rendus à Lesbos, puis, y compris moi-même, à Lampedusa, pour mieux comprendre la situation. L'Europe est face à un défi et il nous faudra sans doute agir autrement. Nous savons que c'est un problème majeur que nous aurons à régler sans tarder, entre drames humains, respect absolu du droit d'asile, immigration économique qu'il nous faut contrôler et co-développement qui est indispensable. La commission d'enquête du Sénat sur le fonctionnement et l'avenir de l'espace Schengen s'attachera à proposer des pistes pour concilier à la fois la libre circulation des personnes, l'efficacité du contrôle des flux migratoires et la protection des frontières. Et je sais, vous-même l'avez fait, hier j'ai rencontré le commissaire européen en charge de ces sujets. Ces sujets soulèvent des questions auxquelles il faudra répondre pour garantir la vie mère de cette aventure européenne dont nous allons fêter très bientôt à Rome, symboliquement, un anniversaire essentiel. À cet égard, le groupe de suivi chargé du Brexit et de la refondation de l'Union européenne doit proposer prochainement des orientations, à la fois pour la relance de la construction européenne, dans le contexte du retrait du Royaume-Uni, et le parallèle, nous serons en train de nous commémorer le traité de Rome et nous aurons le début sans doute des négociations du départ du Royaume-Uni. Le Sénat, représentant des collectivités territoriales, a poursuivi ses travaux de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des lois portant réforme territoriale. Nous devrons parfaire, éclairer ces réformes dans les mois qui viennent. Le Sénat y prendra toute sa part. Mais il ne s'agira pas d'imaginer un nouveau Big Bang territorial. Monsieur le Premier ministre, vous le savez comme moi, président de l'Assemblée nationale aussi, nos élus sont fatigués de tout cela. En revanche, il faut simplifier leurs tâches en tenant compte des expériences issues du terrain. La discussion du projet de loi montagne en fin d'année l'a encore montré au travers du concret. Que ce soit sur la fracture numérique ou la fracture médicale. Je crois, comme de nombreux collègues, moi qui suis plutôt l'élu d'un département urbain, qu'il faut, pour reprendre une formule, oser la ruralité. Le Sénat s'est engagé par sa délégation aux collectivités territoriales, par la Commission des affaires économiques, à limiter le poids de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à simplifier certaines normes réglementaires. Ce fut l'unanimité, je vous ai écrit, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. J'espère que d'ici la fin février, nous pourrons conclure ce point. Le gouvernement d'ailleurs l'a reconnu. Ces travaux l'ont inspiré lors de sa présentation de nouvelles mesures de simplification, notamment pour les collectivités territoriales, mais il reste encore beaucoup à faire. Je souhaite aussi que nous renforcions la communication digitale du Sénat, qui, en ce domaine, depuis René Monory, a toujours eu un rôle précurseur. Je pourrais aussi évoquer les propositions sur le prélèvement des impôts portées par la majorité de la Commission des finances, les propositions pour une agriculture vivante, les propositions pour l'apprentissage. Oui, ces travaux sont nombreux et riches, en source d'inspiration pour celles et ceux qui aspirent à conduire notre pays, et j'en vois un certain nombre. 2016 a été l'année de la consolidation de la réforme du Sénat que nous avons mis en œuvre collectivement. Réforme des méthodes de travail, agenda plus clair, une incitation à la présence,
qui porte ses fruits grâce à chacune et chacun d'entre vous. Notre façon de légiférer commence à être, me semble-t-il, plus rigoureuse. La chasse aux cavaliers législatifs, ce n'est pas que notre passion partagée, Monsieur le Président. Nous sommes sortis de la logique inflationniste. On a siégé un peu plus de 15% d'heures en moins, diminué le nombre d'amendements déposés, mais nous pouvons mieux faire. Je crois que la démocratie parlementaire en sortira revivifiée et renforcée. Cette vie démocratique, mes chers collègues, moi qui crois au rôle du Parlement que la Ve République a imaginé, cette vie démocratique doit être confortée. Un Parlement qui débat, qui amende la loi, qui contrôle le gouvernement. Un Parlement aussi qui propose la loi et trace des perspectives d'avenir. Un Parlement qui respecte la diversité des parlementaires, les droits de l'opposition et des groupes minoritaires, et qui protège l'indépendance institutionnelle de chaque assemblée. C'était ce qu'avait proposé en juin 1946, dans une ville que connaît bien Jean-Léonce Dupont, après un référendum perdu, le général de Gaulle, je le cite. Il faut donc attribuer à une deuxième assemblée élue et composée d'une autre manière la fonction d'examiner publiquement ce que la première a pris en considération, de formuler des amendements, de proposer des projets. Or, si les grands courants de politique générale sont naturellement reproduits au sein de la Chambre des députés, la vie locale, elle a aussi ses tendances et ses droits. Elle les a dans la métropole, elle les a au premier chef dans les territoires d'outre-mer. Fin de citation. C'est le Sénat tel que je le vis, et il me paraît s'inscrire dans ce message. En ces temps de débat, j'entends, comme vous, celles et ceux qui proposent une autre République, ceux qui veulent changer les règles des relations entre exécutifs, législatifs, citoyens, collectivités. Je leur dis, attention à ne toucher à nos institutions qu'avec prudence. Notre Constitution fonctionne et donne les moyens efficaces pour gouverner le pays. Alors, mes chers collègues, chaque année, je vous propose de partager une exhorte. En 2015, c'était, souvenez-vous, le général Lotte, cavalier, cadre noir de Saumur. Je l'avais donné dans le désordre, mais je vais la redonner dans le désordre. Parce que moi qui fus équitant dans ma vie, ça m'apparaît être le bon ordre. En avant, calme et droit. En 2016, je vous ai proposé confiance, espérance et courage. Et cette année, je vous renvoie au même discours. Soyons assez lucides et assez forts pour nous donner et pour observer des règles de vie nationale qui tendent à nous rassembler quand, sans relâche, nous sommes portés à nous diviser contre nous-mêmes. Toute notre histoire, c'est l'alternance des immenses douleurs d'un peuple dispersé et des fécondes grandeurs d'une nation libre, groupée sous l'égide d'un État fort. C'est cet exhorte que je vous propose, non pas à la méditation, laïque, bien évidemment, parce que sur ce point-là, je pense que c'est vraiment quelque chose que je partage, mais je voudrais vous dire que ceci me donne l'occasion de souhaiter une très bonne année à chacune et chacun d'entre vous. Très bonne année à vous, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes différents, mais je dois dire qu'il y a des moments où vous forcez. Non. Mais pour reprendre ce que je disais, on n'a même pas la même taille de chemise, voyez-vous? Non. Moi, c'est XXL 46. Voilà. Mais vraiment, je voulais vous le dire, et sachez que le Sénat, toujours respectueux de la République, apprécie votre présence ce soir. Très bonne année à vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cher Claude. Très bonne année au Sénat, et plus que tout, une très bonne année à la France, une France en paix, qui retrouve les chemins de la prospérité, car ce qui donne du sens à notre engagement, c'est bien la France. Vive la République, vive la France. Voilà pour
ce discours de Gérard Larcher que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. On a entendu Gérard Larcher, Oriane Mancini s'adresser aux Français en espérant que la France allait retrouver l'espérance, la confiance, mais aussi renouer avec la croissance et la compétitivité. Qu'avez-vous retenu de ce discours, Oriane ? Eh bien, c'était surtout le discours du premier défenseur du Sénat, Gérard Larcher. Gérard Larcher qui, dans son discours, a insisté sur l'importance du Sénat. Pour que le bicamérisme fonctionne, il faut qu'il y ait 2 chambres de pleine compétence, a-t-il dit. Alors on sait que durant cette campagne, le rôle et l'avenir du Sénat seront au cœur de la campagne présidentielle. Le Sénat qui était un temps menacé de... Alors Oriane, visiblement on a un problème de micro avec vous. On va peut-être retourner en direct de la présidence du Sénat puisque Michaël Zamès est avec Bernard Cazeneuve, le Premier ministre. On l'écoute tout de suite. Monsieur le Premier ministre, il y a eu un éloge qui a été fait de la part du président du Sénat. C'est vrai que vos relations avec le Sénat, ça se passe plutôt bien depuis que vous êtes ministre. Non, c'est une assemblée à laquelle je suis très attaché, d'abord parce qu'elle a une tradition d'exigence dans l'élaboration de la loi, elle a une tradition de vigilance dans le contrôle du gouvernement. Le Sénat a beaucoup contribué à améliorer les textes présentés par le gouvernement, notamment ceux dont j'avais la responsabilité lorsque j'étais ministre de l'Intérieur et qui concernent la lutte antiterroriste, mais aussi l'organisation territoriale de l'État, puisque j'ai porté au Sénat la réforme régionale. Il y a une qualité d'écoute au Sénat, il y a une tradition de respect qui correspond à la conception que je me fais moi-même de ce que doit être le fonctionnement de la République, de la confrontation des idées, parce que la démocratie suppose que chacun ne pense pas la même chose et chacun qui a sa différence l'exprime, et en même temps un respect réel entre ceux qui s'expriment et ceux qui portent les textes au banc du gouvernement. Et cette ambiance qui est caractéristique du Sénat est une ambiance qui est à mettre au crédit de notre démocratie. Vous êtes attaché vous-même au bicamérisme ? Oui, très attaché. Je considère que le Sénat est utile. Je considère que le Sénat apporte beaucoup dans l'élaboration de la loi. Et je pense que nous aurions grand tort de supprimer cet élément d'équilibre dans les institutions de la Ve République. De toute façon, je suis, pour ce qui me concerne, très attaché aux institutions de la Ve République. Je pense qu'elles ont de la force, qu'elles ont de l'intemporalité, qu'elles ont permis à notre pays d'être gouverné dans des circonstances tragiques, difficiles. Et je ne suis pas de ceux qui préconisent qu'on remette en cause les équilibres institutionnels actuels. Il y a toujours des réformes à faire, il faut les faire, mais il ne faut pas remettre en cause l'esprit et la lettre des institutions de la Ve République. Et je redoute toujours que la Sixième République, ce soit la 4e sans les talents. Dernière question, Monsieur le Premier ministre. Manuel Valls, aujourd'hui, a reçu une gifle lors d'un déplacement en Bretagne. Ça vous choque ? Oui, ça me choque. Cette violence n'a pas sa place dans la République. La République, c'est fait de respect mutuel. La République, c'est fait de tolérance. La République, c'est aussi une forme de fraternité, y compris entre ceux qui peuvent s'opposer politiquement. Et la violence, c'est à prohiber absolument. Et je tiens à exprimer à Manuel Valls, qui est un homme qui a des convictions et qui a du courage, toute mon affection et mon amitié. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup, Michaël, pour cette réaction en direct de Bernard Cazeneuve, le Premier ministre. Merci, Oriane Mancini. C'est la fin de cette édition spéciale. Tout de suite, ça vous regarde sur LCP Assemblée nationale, présentée par Arnaud Ardouin. Bonne soirée à tous.